revenir sur le dernier conseil, encore une fois, qui a été consacré aux finances de la commune. Donc moi, je voulais vous dire que M. Viot, notre comptable public, nous félicite pour la tenue de nos comptes. Donc je le cite, « Pour la première fois, la commune atteint la note parfaite grâce aux résultats de vos louables efforts en matière de tenue de comptabilité. » Donc il a pris des exemples. Le sens des comptes, le solde des comptes d'imputation provisoire, l'intégration des travaux en cours. Donc, je dis merci à nos services pour ce travail et à Franck Chanvril, notre adjoint aux finances. Alors, autre point sur les finances, je voulais aussi vous annoncer une bonne nouvelle. Nous avons eu la notification pour les 280 000 € de la DETR, donc dotation d'équipement des territoires ruraux, ciblée sur la digue de Brignot. Donc, c'est une bonne nouvelle. Voilà. On n'a rien lâché et voilà, on a 280 000 € qui vont arriver. Et nous allons aussi avoir la DSIL, donc la dotation de soutien à l'investissement local, qui, elle, ne saurait tarder. Donc voilà, c'est encore une autre bonne nouvelle. Voilà. Alors, je rappelle aussi que la cagnotte Fondation du patrimoine est toujours en ligne. Si vous voulez faire un don en 2024, vous pouvez. Il y a un dernier point que je voulais aborder ce soir au conseil municipal. Et là, je devance le prochain conseil, en fait, où nous aborderons les subventions, les demandes de subventions. Donc, dans le cadre de la prévention des conflits d'intérêts, donc, vous aurez à nous informer de votre éventuelle adhésion aux associations ou organismes extérieurs. Donc, il y a un imprimé qui est prévu ce soir. Voilà, qui est avec Élodie. On va vous le passer et vous noterez les associations dans lesquelles vous êtes pour le futur conseil sur les demandes de subventions. Donc voilà. Donc le quorum est atteint. Donc là, j'ouvre l'ordre du jour. Je vais procéder à l'appel. Alors, Jackie Abélard. Béatrice Andrieux a donné pouvoir à Jackie Abélard. Véronique Bach. Laurent Bellec. Présent. Louise Bourlon-Tréguier a donné pouvoir à Sylvie Fauglas. Benjamin Brunet a donné pouvoir à Gwenaëlle Herouette. Alors, Franck Chanvril, il est un peu en retard, donc il va être absent, je pense. Il est encore au travail, je pense. Christine Cipollina. Présent. Patrick Desfossés. Présent. Sylvie Fauglas. Présent. Christelle Fénéon vient d'arriver. Elle avait donné pouvoir avant, jusqu'à son arrivée à Isabelle. Donc Marie-Louise Grisel présente. José Guigourez. Elle m'a donné pouvoir normalement. Oui, voilà. Donc oui. Donc José Guigourez a donné pouvoir à Philippe Guivarch. Philippe Guivarch. Présent. Gwenaëlle Herouette. Présent. Dominique Ignierski. Tom Irlande a donné pouvoir à Dominique Ignierski. Annick Lecor. Delphine Madic a donné pouvoir à Christine Cipollina. Dominique Malcoste. Yannick Moello. Présent. Isabelle Moigne. Présente. Brigitte Offrette. Jean Raison a donné pouvoir à Laurent Bellec. Alain Richet a donné pouvoir à Yannick Moello. Maryse Rioual. Christophe Rivalin a donné pouvoir à Brigitte Offrette. Yann Sombré a donné pouvoir à Annick Lecor jusqu'à son arrivée, mais je ne suis pas sûre qu'il soit présent ce soir parce qu'il était sur la route. Donc on verra. Jean-Claude Titeka, présent. Très bien. Alors, il nous faut un volontaire pour être secrétaire de séance. Jackie Abélard se propose. Merci, Jackie. Donc là, je vais lire l'ordre du jour de ce soir. Donc le premier point, le point 0, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 27 mars 2024. Le premier point, la reconnaissance du tilde comme signe diacritique à l'état civil. Le point numéro 2, compte-rendu de Madame la maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation d'attribution consentie par délibération en date du 16 juillet 2020. Le point numéro 3, compte-rendu de Madame la maire au conseil municipal d'Estey en justice en vertu de la délégation d'attribution consentie par délibération en date du 16 juillet 2020. Le point numéro 4,
Modification des délégués aux organismes extérieurs. Comité de jumelage Moëlan-sur-Mer-Lindenfels. Le point numéro 5, remplacement d'un conseiller municipal démissionnaire au sein d'une commission intercommunale. Le point numéro 6, transfert des activités postales de Kergouez, fermeture et suppression de l'agence communale postale. Le point numéro 7, demande de subvention au titre du Fonds départemental de sécurité routière 2024. Le point numéro 8, bonsoir Franck, ressources humaines, création d'emplois et modification du tableau des emplois et des effectifs au 1er mai 2024. Le point numéro 9, ressources humaines, engagement à la procédure de convention relative aux risques de prévoyance engagée par le Centre de gestion du Finistère. Point numéro 10, c'est sur l'éducation, forfait contrat d'association avec l'école privée 2024. Le point numéro 11, c'est du foncier. Site des anciens services techniques à Mentoul, projet de construction d'une résidence intergénérationnelle et de logement. Approbation de cession à Aiguillon Construction. Le point numéro 12, toujours dans le foncier, acquisition de la parcelle cadastrée AH 377 et intégration au domaine public de la commune. Le point numéro 13, dénomination de voies, lotissement au patio de l'Atlantique, les Petites Salles. Le point 14, c'est sur les ports, modification des règlements des ports de Mérien, Brignot, Bellon, annexe numéro 2, 3, 4. Le point numéro 15, demande d'autorisation d'occupation temporelle du domaine maritime à Kerfagny. Et nous finissons par les questions diverses. Donc le conseil sera filmé et retransmis sur la page YouTube de la ville. Voilà. Alors, le point 0, donc, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 27 mars. Y a-t-il des remarques ou des questions? Monsieur Guivarch, vous avez le micro. Oui, bonsoir. Vous nous avez noté vote contre pour les budgets primitifs général et annexe Mérien, Brignot et Belon. Et nous sommes abstenus. Ah, d'accord. Voilà. Bah, écoutez, désolé, on va faire le changement. Très bien. Vous avez raison. Merci. Pas d'autres remarques? Non. Bon. Donc, nous ouvrons donc ce conseil avec, sur un vœu. Et donc, je vais passer la parole à Isabelle Moigne pour évoquer la reconnaissance du tilde. Nous avons donc été sollicités par un collectif sur cette question et je vais donc vous lire le vœu que nous vous proposons au vote. En date du conseil municipal du 17 avril 2024, la commune de Moëlan-sur-Mer demande au gouvernement de résoudre le problème juridique touchant l'état civil des nouveau-nés prénommés Fanche. Depuis 1993, la loi garantit aux parents la liberté de choix du prénom de leurs enfants. Le prénom Fanche s'orthographie avec un tilde, conformément aux usages orthographiques du breton. Par ailleurs, comme le rappelle la Cour d'appel de Rennes dans son arrêté du 19 novembre 2018, le tilde est un signe diacritique qui n'est pas inconnu de la langue française. En conséquence, le prénom Fanche peut être orthographié avec un tilde sur le N, sans porter atteinte au principe de rédaction des actes publics en langue française. En 2019, dans le cadre du contrat pour l'action publique en Bretagne, les élus de Bretagne avaient reçu l'assurance que ce problème serait résolu par le gouvernement. En 2021, le Parlement a voté une loi sécurisant l'usage du tilde pour l'inscription du nom et du prénom des personnes dans les actes d'état civil. Mal comprise, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel. Considérant que plusieurs enfants nés en 2002, 2009, 2017, 2020,
2023 ont légitimement été inscrits par des officiers d'état civil agissant en connaissance de cause sous le prénom Fanche, orthographié avec un tilde. Considérant que d'autres enfants naîtront et porteront ce nom, considérant que le procureur de Lorient lance un contentieux contre une famille en raison du choix de ce prénom, considérant que ce prénom ne constitue aucune menace d'aucune sorte pour la République française, le conseil municipal de Moëlan-sur-Mer, réuni ce jour le 17 avril 2024, fait le vœu que cette situation ne devienne pas une source de conflit, mais devienne une source pour faire avancer le droit et que le N tilde soit mentionné parmi les signes diacritiques autorisés dans la circulaire du 23 juillet 2014 relative à l'état civil, dans l'intérêt et le respect des droits de la famille du petit Fanche de Lorient et de tout autre enfant né ou à naître portant ce prénom. Voilà. Merci Isabelle. C'est un vœu, hein, donc il faut le... Oui, vous voulez prendre la parole, monsieur Titeka? Oui, je voudrais simplement une question. Est-ce que vous avez une estimation de ce que représente l'introduction pour l'administration française du tilde? Moi, je ne l'ai pas. Non, mais je sais, je vous demande si vous l'avez. Non. Mais on pourra vous apporter la réponse si besoin. D'accord. Ça vous pose question? Oui. Mais encore? Ça me pose question, voilà. C'est tout. C'est pour ça que je pose la question. D'accord. Non, on n'a pas. Moi, j'ai pas la réponse. Hein. Moi non plus. On pourra essayer de l'avoir, mais je pense pas que ça soit énorme comme travail. Hein. C'est toute la France qui est concernée. Hein. Ah, bien sûr. C'est pas seulement la Bretagne. Je veux savoir si un coût estimé. Le constitutionnel doit l'avoir. Ouais, Il faut prendre le micro hein, quand vous parlez. Ah oui, oui. Je pense que le Conseil constitutionnel doit avoir le coût global de cette introduction au niveau de l'état civil. Moi, je veux juste préciser que c'est déjà en place dans tous les systèmes de traitement de texte qui sont utilisés par l'administration. Donc, c'est tout à fait possible de le faire sans aucun problème. Oui, il existe dans les systèmes de traitement de texte. En tous les cas, je sais qu'il existe sur nos claviers. Si c'était cette question-là, il existe sur nos claviers. On a essayé en commission, justement, Brigitte Offret m'avait posé la question et j'ai cherché sur mon clavier. On a vérifié que, voilà, en tous les cas, sur le plan pratique, il y a la possibilité, il n'y a pas de difficulté. Je pense que quelquefois, il y a des prénoms espagnols hein, avec des tildes. Donc, je pense que ça a déjà été pratiqué, en tous les cas, sur la langue espagnole. J'imagine, hein, je n'ai pas de preuves, mais on peut le penser. Merci. Il n'y a pas d'autres remarques? Donc, en fait, c'est un vœu, donc on doit l'adopter, tout simplement. Il n'y a pas de vote spécifique, puisque c'est un vœu. Alors, ensuite, nous avons donc les délégations de la maire, du maire. Donc, il y a d'abord la régie comptable. Hein, c'est des points qui concernent l'espace jeune. Donc, on va vous proposer de mettre en place une régie de recettes et d'avances et la nomination qui suit d'un régisseur et de suppléant en cas d'absence. En fait, jusqu'à maintenant, c'est vrai que l'espace jeune, quand il se déplaçait, n'avait pas de carte bancaire et c'était du liquide et c'était un peu compliqué. Donc, on essaie d'assouplir un petit peu la logistique, on va dire. Donc, je ne pense pas que il n'y a pas d'autres remarques à faire là-dessus, je ne pense pas. Donc là, il n'y a pas de vote. Ensuite, nous avons le marché public pour le 1% artistique. Alors, je pense que ça a été vu en commission. Hein, on a fait une commission spécifique pour vous exposer tous les artistes qu'on a pu avoir pour ce projet. En fait, il y en avait beaucoup quand même. Il y en avait 16. Donc, on a retenu 3 artistes. Donc, le thème qu'on avait choisi était la mer. Donc, je rappelle que Moëlan est la médiathèque qui possède la plus grande variété d'ouvrages maritimes. Donc, on avait choisi le sujet sur la mer, MER. Donc, oui, voilà. C'est pas sur la mer, M-I-R-E, ni M accent aigu, R-E. Enfin,
C'est vrai que ça peut porter à confusion. Donc, on a donc retenu 3 artistes. Je peux vous donner leur nom. Donc, Bernard Jonathan. Lui, ce sont des sculptures sur bois qui représentent des écumes. Pour faire court. Hein. Garrigue Sylvain, lui, ce sont des poissons avec un gros poulpe, si je me souviens bien. Et Usal Geoffrey, des voiliers en acier sur socle. Donc, il y aura une visite publique qui aura lieu le 30, puis un passage en commission pour valider l'artiste qui sera retenu. Donc, la commission va retravailler dessus. Donc, voilà, c'est une information. Vous avez une remarque à faire, monsieur? Non, vous pouvez. Hein, d'accord. Donc, ensuite, nous avons un contrat de location pour un véhicule frigorifique avec le Petit Forestier pour une durée de 4 ans. Alors, le point suivant, c'est lesté en justice. Donc, il y a un dossier qui est présenté ce soir. C'est monsieur et madame Faucan qui demandent d'annuler le certificat de refus de travaux pour un dépôt. Donc, le dépôt de la requête a eu lieu le 22 mars 2024. Ensuite, il y a les modifications des délégués aux organismes extérieurs par rapport au comité de jumelage de Lindenfels. Donc, suite à la démission de Nathalie Guillonnet, donc c'est Jean-Claude Titeka qui va la remplacer en tant que suppléant. Donc, c'est la même chose pour Quimper-les-Communautés. Là, il faut voter. Alors, bon, d'accord, on fait point par point. Donc là, on vote donc, sur la modification des délégués aux organismes extérieurs. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité. Merci. Ensuite, il y a le remplacement, toujours pareil, d'un conseiller municipal démissionnaire au sein de la commission intercommunale. Donc, Nathalie Guillonnet nous a quittés. Donc, c'est M. Titeka qui va la remplacer. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voulez que je redise? Peut-être, c'est pas mal que je vous redonne les noms des conseillers qui sont dans les différentes commissions de Quimper-les-Co. Je pense que c'est pas mal de le redire. Donc, en commission ressources, donc finances, ressources humaines et mutualisation, il y a donc Franck Chanvril et Patrick Desfossés qui participent. En commission aménagement, donc c'est la mobilité, l'urbanisme intercommunal, l'habitat, l'énergie numérique, c'est donc Gwenaëlle Herouette et maintenant Jean-Claude Titeka. Dans la commission cadre de vie, c'est l'environnement, déchets, eau, assainissement, chantier communautaire, projet alimentaire de territoire. Il y a donc Laurent Bellec et Maryse Rioual. Dans la commission solidarité, enfance, prévention, accès aux droits et à la santé et au sport, il y a Christine Cipollina et Isabelle Moigne. En culture, il y a Isabelle Moigne et Sylvie Fauglas. En initiation sociale, donc c'est le CIAS, le portage de repas et le CLIC, il y a Christine Cipollina et Béatrice Andrieux. Et en attractivité, donc cela concerne le tourisme, le commerce, le développement économique et l'emploi, il y a Christelle Fénéon et Christophe Rivalin. Bon, je trouvais intéressant qu'on vous rappelle un petit peu qui sont dans les commissions, les différentes commissions de Quimper-les-Communautés. Alors, le point suivant, il faut qu'on vote, oui, c'est vrai, je vais un peu vite là. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Donc, je souhaite bienvenue à M. Titeka dans la commission dans laquelle je suis vice-présidente. Donc voilà. Bon, il y en a une il n'y a pas longtemps, vous étiez en vacances, je crois. Voilà. Alors, le point suivant... Le point suivant, c'est le transfert des activités postales de Kergouez et la fermeture et suppression de l'agence postale communale. Donc, je vais vous lire la délibération, parce que c'est... Voilà. Donc, je rappelle la délibération en date du 28 septembre 2005. La commune avait établi une convention avec la Poste pour la création et l'exploitation d'une agence postale communale à Kergouez. Ce partenariat était renouvelé depuis lors par voie de convention et avenant. Donc, la Poste
a informé la commune de son souhait, suite à la baisse de fréquentation et afin d'améliorer l'amplitude horaire de service aux usagers, de transférer les services postaux de l'agence postale de Moëlan-Cargouez, donc située 2 rue Bernard de Moëlan, vers le relais poste Coxy Market, situé au 18 rue Louis Le Guenec. Donc vous voyez où est le petit Coxy Market. Donc par conséquent, l'APC fermera ses portes le vendredi 26 avril pour une ouverture au relais poste Coxy Market à partir du 2 mai 2024. Donc je vais vous donner les horaires qui sont, l'amplitude est beaucoup plus importante. Donc du lundi au samedi, 8h30, 12h30 et 15h, 19h30. Je vous rappelle les services qui sont proposés, qui seront les mêmes. Retrait des instances, courrier et colis, dépôt des envois postaux, recommandés compris, achat de timbres, d'enveloppes, prêt à poster et d'emballage prêt à envoyer pour les colis. Donc affranchissement et expédition de lettres, colis et recommandés. Donc voilà, nous devons voter sur ce point. Donc je suppose qu'il va y avoir des prises de parole. Oui, Monsieur Titeka, vous prenez le micro. Oui, encore. Enfin là, sur ce point, je peux exprimer qu'encore une fois, c'est un abandon du service public. Et je pense qu'à terme, on va très vite arriver à ce que Amazon ou autres genres prennent l'ensemble des colis, postes et compagnie. Et on se retrouve dans une situation que Ken Loach a bien résumée dans un de ses films. Enfin, voilà, je crois que c'est un peu dommage pour la commune et c'est dommage surtout pour le service public. Oui, Monsieur Guy Varche. Oui, j'aurais 2 remarques et une sollicitation. Première remarque, on met en avant la baisse de fréquentation. Je rappellerai quand même que vous avez décidé de réduire le nombre de plages horaires en 2023, le 12 avril 2023, en réduisant de 5 à 3 matinées. Donc effectivement, quand on réduit, on ne peut qu'avoir une baisse de fréquentation. La deuxième, je rejoins M. Titeka sur un coup de canif supplémentaire dans le service public. Voilà, le service est maintenu, amélioré au niveau des plages horaires, mais pour combien de temps ? Voilà, il est semi-privé demain ou privé complètement. Et donc, c'est effectivement une suppression du service public avec l'accord de la municipalité. Et donc, j'aurais une sollicitation. J'aimerais que l'on puisse voter, puis il y a 2 points, séparément les 2. Premier point, c'est pour procéder à la suppression de l'agence postale communale de Cargouez, de résilier la convention, de mettre fin à la mise à disposition des locaux et d'autoriser la maire à signer les documents afférents. Et deuxième point que nous pourrions voter, c'est prendre acte du transfert d'activité. Il n'y a pas de souci. Y a-t-il d'autres prises de parole par rapport à la fermeture de la Poste ? Non ? Ben, vous répondre Bon, c'est sûr que c'est au niveau du service public. Le souci, quand même, c'est que... Enfin, moi, ce que j'ai envie de vous dire, la Poste, en fait, elle est en train... Moi, je me suis bien rendu compte, je suis allée dans des colloques où on a évoqué en haut lieu les problématiques de la Poste, doit s'adapter au nouveau mode de communication et à la dématérialisation. Quand vous regardez, vous allez voir votre boîte aux lettres, je pense que vous n'avez pas beaucoup de courriers. Et le numérique remplace de plus en plus le papier quand même. Donc on voit bien que la Poste s'adapte. Il y a des examens du code de la route. Maintenant, ils font passer des examens du code de la route, de la voiture, le bateau, la moto, le service aide à domicile, la visite du facteur, le portage de repas. Toutes ces prestations sont payantes, ça c'est sûr, c'est comme ça. On n'a pas trop le choix maintenant. Nous, c'est vrai que nous nous sommes battus pour conserver ce service public. Donc, le fait que ça soit au Coxy Market, c'est quand même mieux qu'une fermeture complète, on va dire. Et revenir sur ce que vous disiez pour le fait qu'on ait supprimé des heures, tout simplement, c'est parce qu'on s'est mis en ordre de marche par rapport à la convention qu'on avait avec la Poste, tout simplement. Parce qu'en fait, la rémunération était très, très faible. Et on s'est remis en fonction des heures payées par la Poste, tout simplement, voilà. Et là, de toute façon, c'est la Poste qui décide de fermer. Je vous rappelle aussi, et ça, personne n'en a parlé quand ça s'est fait, mais je tiens à le rappeler, Intermarché a aussi un guichet La Poste. Et ça, on n'a même pas été prévenu à l'époque, on l'a appris comme ça, c'était déjà fait. Donc, c'est une façon de... la Poste est en train de revoir, moi je dirais, de revoir sa copie. Et nous, on est bien obligés de s'adapter, on n'a pas trop le choix. Ceci dit,
je pense qu'à Coxy Market, ça permettra aux gens, quand même, sur une amplitude horaire plus importante, de pouvoir aller chercher leur timbre, acheter un colis ou des choses comme ça. Hein. Mais c'est sûr que nous, on s'est quand même battu quand vous dites le service public. Moi, j'ai le souvenir quand même, sous une autre mandature, j'étais aussi élue, de mettre, et je pense que je ne suis pas la seule ici, m'être énormément battue à l'époque pour garder le tri postal à Moëlan, chose que, bon, dans l'opposition, ce n'était pas le cas. Donc, si on a réussi à garder la poste aussi longtemps et le tri postal, je pense que nous, on a tout fait pour. Après, c'est la vie qui change. Voilà. Moi, j'y peux rien. Si tout passe par Internet, ouais. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus, parmi les collègues. Non? Oui, monsieur Titeka? Je m'inscris un peu en faux sur le tout passe par Internet, parce que quand on regarde les colis qui passent par Amazon, c'est pas que de l'Internet. Je n'ai jamais utilisé Amazon. Je suis désolée. Je ne sais même pas ce que c'est. Voilà. Il y en a qui savent. Pas moi. Y a-t-il d'autres prises de parole par rapport à la Poste? Non? Oui, juste effectivement confirmer qu'entre 2008 et 2014, il y avait effectivement eu le début en fait du démantèlement quelque part de la Poste comme service public. Il faut rappeler que la Poste maintenant c'est plutôt une banque qu'un service. Voilà, donc là, c'est quelque chose qui nous est imposé. En fait, nous, on n'a pas le choix, hein, tout simplement. Et puis, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait eu du soutien de notre municipalité. C'est vrai que si on avait pu à nouveau combattre cette nouvelle manière de procéder de la Poste, mais c'est vrai que la Poste devient plutôt une entreprise privée qu'une entreprise publique, comme disait Malou tout à l'heure. Tout à fait. Et dans d'autres communes environnantes, je ne vais pas les citer, mais des heures ont été supprimées. Et les maires n'ont rien pu faire. Hein. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Ah oui, vous vouliez faire en 2 fois. Alors, le premier, c'était... nous prenons acte du transfert. C'est ça? Par exemple. Alors, l'ordre que vous voulez. Oui. Qu'importe. Donc, nous prenons acte du transfert. Qui est pour prendre acte du transfert? OK. Tout le monde, apparemment. Ensuite... Pardon? Je prends acte du transfert. Mais... Ah non, mais vous votez pour, contre ou abstention. Mais il faut voter, monsieur Tité. Pardon? Alors, une abstention. D'accord. Je suis contre ce transfert. D'accord. Voilà. OK. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Donc, une abstention. Abstention, c'est ça, hein, vous vous abstenez. Non, je suis contre. Ah d'accord, donc vous votez contre. Oui, bien sûr. Alors quand c'est comme ça, quand je dis on vote pour, on vote contre ou on s'abstient, on lève la main, parce qu'autrement on ne va pas y arriver. Donc je recommence. Qui vote contre? Je vote contre ce transfert. Alors, un contre. Qui s'abstient? Qui vote pour? Le reste. Alors, le deuxième point, c'est donc la fermeture de l'agence postale de Kergouez et la résiliation de la convention. Qui vote contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Alors, nous passons au point numéro 7. Donc, c'est une demande de subvention au titre de fonds départemental de sécurité routière pour le bourg de Kergouez. C'est Laurent Bellec qui va présenter ce point. Alors, afin de poursuivre le travail engagé de prévention de vitesse et de lutte contre les accidents, la commune souhaite proposer une demande de subvention concernant son opération de requalification urbaine de l'espace public à Kergouez, bourg, au titre de l'appel à projet Fonds départemental de sécurité routière 2024 du Conseil départemental du Finistère. Le projet s'articule sur 3 enjeux forts: la requalification et amélioration de l'espace public,
la mixité des usages et la restructuration de la cour de l'école de Carouez. La restructuration globale, l'aménagement de la cour d'école, 113 000 €, la création d'une aire sportive et ludique, 100 000 €, la circulation et accessibilité, 97 000 €, le théâtre de verdure et aménagement, 50 000 €, plantation, 45 000 €, mobilier urbain, 25 000 €, électricité, 10 000, aléa, 10 000. La DETR, 110 000 €, soit 24 %. Le pacte Finistère 2030, volet 1, 90 000 €, soit 20 %. Le plan 5000 équipements sportifs, 130 000 €, soit un peu moins de 29 %. Le fonds départemental de sécurité routière, 20 000 €, soit 4,44 %. Et le reste à charge de la commune à Moëlan, 100 000 €. Le tout fait 450 000 €. Voilà. Y a-t-il des questions, Monsieur Guivarch? Oui, alors cette délibération me pose problème dans l'intitulé, qui n'a rien à voir avec ce qui nous est demandé de voter. L'intitulé, c'est bien donc demande une subvention au fonds départemental de la sécurité routière, et on nous demande de voter pour l'opération requalification urbaine de l'espace public à Carouez et son plan de financement associé. Donc cette opération, je note qu'elle comprend l'aménagement de la cour d'école, la création d'une aire sportive et ludique, enfin comprend entre autres des plantations, du mobilier urbain ainsi qu'un volet électrique, donc rien à voir avec la sécurité routière. Et on nous sollicite pour le financement des travaux, pour les subventions, alors que le titre ne concerne qu'une subvention. Et je ferai une remarque, nous avons déjà voté le 13 décembre 2023 dans 3 délibérations, la 120, 121, 122, les mêmes choses. À chaque fois les mêmes choses. Donc une seule aurait suffi déjà, et là on nous remet une deuxième qui est la même chose en fait, et qui n'a rien à voir avec le titre. Oui, mais en fait, c'est normal. Là, on vous demande de voter pour la zone d'aménagement pour circulation apaisée et la circulation et accessibilité de 97 000 €. En fait, c'est qu'on est obligé de repasser à chaque fois parce que chaque partenaire financier, on doit repasser toutes les demandes de subventions. Mais là, en fait, ce n'est qu'une, c'est la circulation et l'accessibilité. On est obligé de les repasser pour la délibération totale. Voilà, je dis pas rien, c'est comme ça. Mais là, c'est uniquement la zone d'aménagement. On n'a pas passé, on aurait pu le passer sur le... On ne peut pas le passer. En particulier l'aménagement du trottoir, mais oui, sur la rue uniquement des Grandes Landes. On aurait pu le passer sur l'écran, mais moi, je n'ai pas Dans une délibération, le petit laïus attributif est certes important, mais ce qui est vraiment très important, c'est ce qu'on décide. Et donc là, c'est la même chose que les délibérations que j'évoquais, et ça ne concerne pas la sécurité routière. Bah si, une route, je suis désolée, la route des Grandes Landes, c'est une route, non ? La zone pour circulation, zone d'aménagement pour circulation apaisée. Donc c'est bien pour la sécurité routière. Si on apaise la circulation... Dans la délibération, c'est marqué, le conseil municipal décide, 1, de valider l'opération et le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus, première chose, de solliciter pour le financement de ces travaux les subventions telles que présentées dans le tableau ci-dessus. Vous aurez Madame la maire à signer. La délibération, l'objet, c'est la subvention au fonds départemental de sécurité routière. Oui, mais là, je suis désolée de vous dire, mais vous pinaillez un peu là, parce que on les a déjà passés, c'est sûr. Donc là, c'est uniquement la circulation et l'accessibilité sur la route des Grandes Landes qu'il va falloir refaire entièrement parce qu'elle est en très mauvais état et elle est dangereuse et il y a beaucoup de circulation. C'est uniquement ça qu'on est obligé de... Là, on va voter là-dessus. Et ça a été vu en commission. Vous n'avez pas vu avec vos collègues en commission le sujet avant, Monsieur Guivarch ? Si, mais ça nous a été présenté une subvention pour le fonds départemental. C'est ça, c'est une subvention. Oui. Mais il y a tout là. Mais bien sûr, mais il y a toutes les autres. Il y a la restructuration globale. En fait, on est même transparent parce qu'on vous met tout. Alors, valait peut-être mieux faire comme ça. Hein. Mais vous l'avez vu. Enfin, en commission, ça a été vu. C'est la zone d'aménagement pour circulation apaisée. C'est tout simplement ça pour avoir une subvention. Reconnaissez quand même que c'est bien de faire une demande de subvention et de l'avoir. Enfin, non, enfin, je trouve ça... Non, c'est très bien. Merci. C'est très bien. Ça a été vu en commission.
Et je dis que la formulation de la délibération n'est pas bonne et elle pose problème par rapport à son titre. Il n'est pas impossible de changer. Bon, on la va rédaction. changer, on va mettre de solliciter pour le financement de ces travaux la subvention Fonds de sécurité routière. Ça vous va, monsieur Guivarch? C'est mieux. Bah, très bien. Voilà. Oui, monsieur Titeka. Oui, moi je connais assez mal le sujet, mais j'ai quelqu'un qui m'a posé la question en me disant est-ce que ce point, l'aménagement doux, va solutionner les problèmes de stationnement au moment de l'école, enfin au moment où les parents viennent chercher leurs enfants, et surtout au niveau de la dangerosité de la circulation dans cette zone. Laurent, tu veux répondre? Oui, alors l'objectif, c'est d'apaiser justement la circulation. Éventuellement, mais tout ça, ce sont que des projets des idées qu'on va développer avec un bureau d'études sûrement. Et il y a plusieurs idées qui se font sur la dépose des enfants avec le car. Est-ce qu'on met à sens unique? Est-ce qu'on fait des voies cyclables? Voilà, on est là-dessus. C'est vraiment encore à l'état de projet, mais on y réfléchit. On va faire quelque chose qui marche déjà pour éviter qu'il y ait un accident un jour et surtout apaiser les circulations. C'est dommage qu'avec le projet de l'école qui a été rénovée, qui a été reconstruite, l'étude autour de l'école n'ait pas été faite. C'est un peu dommage. On a posé une école, on a posé des parkings et après on n'a pas pris du recul sur le projet. C'est dommage qu'on soit obligé de s'y remettre encore. Voilà. Oui, parce qu'on va être obligé de défaire ce qui a été fait sous l'ancienne mandature, je pense, parce que le car est positionné sur la route. Effectivement, c'est dangereux. Il faudrait faire un décroché pour le car, donc il va falloir casser pour qu'il y ait un décroché sur le car. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. C'est ce que je dis. C'est vraiment dommage que les circulations n'aient pas été étudiées avec le projet de restructuration de l'école. Et c'est parce que est-ce que le projet a été fait vite, a été mis en marche rapidement et ça n'avait peut-être pas été budgété non plus, parce que ça augmente naturellement le coût du projet. On passe là, on voit c'est 450 000 euros sur l'ensemble du projet, mais on voit bien que de la voirie actuellement, ça coûte très cher. Donc on pouvait rajouter sur l'école 100 000 ou 200 000 euros en demandant exactement les mêmes subventions. Il n'y a pas que le car. Oui, bien sûr, avec un quai-bus aux normes. Mais voilà, c'est ça, les circulations n'ont pas été étudiées, c'est dommage. Mais on y réfléchit, on a déjà nos idées. Merci Laurent. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? Non. Alors, nous allons passer au vote. Donc, nous votons pour la subvention circulation et accessibilité de 97 000 euros. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité? Merci. Alors, le point suivant, ce sont sur les ressources humaines. Alors, c'est moi qui vais présenter. Donc, vous dire que suite au vote du budget, donc le chapitre 012, c'est toujours la charge du personnel. Je regarde Franck parce qu'à chaque fois, c'est un chapitre assez, assez complexe, la charge du personnel au niveau des finances. Donc, nous proposons d'optimiser l'organisation des services. Donc, il est proposé des créations et des modifications. Alors, au service culturel, nous proposons de créer un 0,5 équivalent temps plein chargé d'accueil culturel. Et au service médiathèque, création aussi d'un 0,5 équivalent temps plein chargé d'accueil en médiathèque. Parce qu'en fait, à l'Ellipse, il y avait un agent qui travaillait à mi-temps. Elle faisait un mi-temps Ellipse, un mi-temps médiathèque. Le problème, c'est qu'avec la DRAC, on a été retoqué parce qu'on n'était pas au quota. Donc, mais en plus, c'est vrai qu'il y avait besoin de personnel aussi à l'Ellipse. Donc, l'agent qui était mi-temps Ellipse, mi-temps médiathèque, va faire un temps plein Ellipse. Donc, il reste ce mi-temps à la médiathèque. On rajoute un mi-temps, et ce qui fait un temps plein, voilà, je pense que tout le monde me suit, un temps plein
on va donc embaucher quelqu'un à la médiathèque. Et ça nous fait en fait juste 0,5 à ajouter. Voilà. Donc ça va aussi, moi je dis, dans notre politique où on essaie de ne plus avoir des temps hachés comme ça, parce que ça faisait un moment qu'on s'était rendu compte que c'était un peu compliqué. Et la DRAC, effectivement, nous a bien retoqué parce qu'on n'était pas au quota pour la médiathèque par rapport aux subventions. Alors, il y a deux autres, est-ce qu'on fait tout en même temps? Il y a aussi le service administratif. Alors, est-ce que je vais peut-être passer, vous proposer aussi l'augmentation du temps de travail du poste chargé d'accueil et service à la population. Puis peut-être qu'après, si vous voulez, on votera séparément ou en même temps, vous me direz. Donc, on a aussi donc, au service administratif un agent qui était à 0,75 équivalent temps plein et qui va passer à 0,90. Donc là, c'était la même chose. Cet agent, en fait, faisait du 90 régulièrement. Donc, il faisait des heures supplémentaires pour remplacer ses collègues, par exemple. Et là, on s'est bien rendu compte que c'était pas la meilleure chose parce que ça coûte beaucoup plus cher en plus. Hein. Donc, et puis pour elle, son avantage, elle a accepté de prendre un 0,90. Donc voilà, tout simplement. Nous devons approuver ces créations de postes et valider le tableau des emplois. Donc moi je précise que toutes ces créations et modifications ont été votées à l'unanimité au dernier CST, le Conseil social territorial, qui a eu lieu le 10 avril. Au contraire, ils ont vraiment apprécié parce qu'en fait, oui, il faut arrêter d'avoir des temps hachés, des temps des contractuels. C'est de la précarisation. Et nous, on essaie depuis qu'on est là, on essaie d'arrêter toute cette précarisation qu'on avait depuis le début, qui était assez compliqué à gérer au niveau RH. Hein. Donc voilà. Est-ce que vous voulez... Oui, Monsieur Guivache, vous voulez... Oui, quelques observations. Donc, on augmente les ETP à la médiathèque. Ça ne s'accompagne pas d'une ouverture des plages horaires supplémentaires? Ah non, pour l'instant, non, pas du tout. Okay. Non. Donc, une observation générale. Depuis votre mandature, le début de votre mandature, vous aurez créé 6,57 ETP. À un moment donné, c'est bien de regarder également dans le rétroviseur. Fin 2011, la commune employait 83 agents, 66 titulaires, 16 contractuels et un poste vacant. La source était le rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes. Et au 1er mai 2024, on emploie 80 agents, 69 titulaires, 7 contractuels, 4 postes vacants. Donc une certaine stabilité, alors que de nombreuses compétences ont été transférées, totalement ou partiellement, à Cap-Paris Communauté dans le même laps de temps. Donc voilà, je ne pense pas qu'un meilleur rendu au mois de l'année passe systématiquement par des créations d'emplois. Il n'y a pas d'autres. Vous avez été très vite là. D'autres compétences au niveau de Quimperlé Communauté, c'est ça que vous dites? Je n'ai pas tout compris. Non, je faisais un retour en arrière avec un plan de situation en fin 2011, fait par la Cour des comptes. Ah, en 2011. 2011. Ah oui. Voilà. Et donc en 2024, il y a une stabilité au niveau des emplois, alors que nous avons transféré un certain nombre de compétences vers Quimperlé Communauté. Alors vous dites qu'on a augmenté de 6,57 postes. Je ne pense pas. On est à 4,5. Parce que c'est exactement ce que je viens de vous exposer. En fait, on avait des personnes qui travaillaient à temps partiel, on a tout regroupé, mais ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. C'est ça que vous avez du mal à comprendre, j'ai l'impression. On a tout regroupé, en fait. Et on vous l'a dit, on n'a pas explosé notre 0,12, justement, parce que ça coûte moins cher d'avoir une personne à temps plein que des gens qui sont contractuels, on leur paye leur congé. En plus, c'est pas très satisfaisant de prendre des gens qui sont là que pour quelques heures. Je vois pas. Moi, je comprends pas votre logique, sachant que, alors, si vraiment c'était un problème, je pense qu'en CST, on nous l'aurait dit. Je peux vous avouer que en CST, le dialogue est enfin revenu, je dirais. Voilà, tout simplement. Et je pense que les Moellanais aussi se sont rendus compte que le fait c'est vrai qu'on a eu quelques postes. Bon, moi, je vais prendre le poste, par exemple,
Voilà, il y en a 4. Il y a le poste à la communication. Vous n'allez pas me dire qu'il ne fallait pas qu'on ait quelqu'un à la communication. Tout le monde nous félicite la façon dont se passe la communication. Administration générale, la personne qui gère les conseils municipaux, qui gère mon emploi du temps, qui gère plein de choses, le CMJ, et j'en passe et des meilleurs, elle est partie, mais elle gère toutes ces choses-là. Il y a quelqu'un aux finances. Heureusement qu'on a fait une embauche aux finances, tout simplement parce qu'on perdait des subventions. On ne faisait pas les demandes de subventions. On ne savait même pas. Et au sport. Voilà les postes qu'on a créés. Les autres, c'est du remaniement des temps partiels qu'on a passé à temps plein. Alors si vous voulez faire des coupes franches dans le personnel, ça c'est votre problème, mais nous, tant que nous serons élus, ça ne sera pas le cas. C'est même l'inverse. Parce que c'est très important, quand vous savez qu'une équipe fonctionne bien, travaille bien, ça se répercute aussi sur la population et sur les projets qu'on a mis en place, tout simplement. Moi, je vois ça. Voilà. Franck Chanvril veut prendre la parole. Juste une remarque, je m'étonne de votre position exprimée ce soir. Jusqu'à aujourd'hui, vous aviez voté à l'unanimité les bordereaux de création de postes. Voilà, donc je note un petit revirement de position de votre part sur le sujet ce soir, pour le demi-poste proposé présentement. Et je rappellerai effectivement, comme ça a été signalé par Madame la maire, qu'à fin 2023, vous nous contestiez cette donnée-là. Vous avez vu, quand on a passé le compte administratif le mois dernier, on avait bien une diminution de la masse salariale, malgré ces créations nettes de postes. On est d'accord ? Vous n'êtes pas d'accord sur les données du compte administratif ? Christelle Fénéon voulait prendre la parole. Oui, bonsoir à tous. Oui, je voulais juste rappeler également que lorsqu'on a fait l'audit qui a déclenché la réorganisation de notre administration, il y a eu une étude, comment on va dire, indépendante, en fait, qui a étudié les postes au sein de notre administration et qui les a comparés avec les communes de même strate. Et que cette étude a conduit à dire que la commune de Mouellan était sous-dotée par rapport aux communes de même strate, sachant que les communes de même strate n'ont pas toutes 3 ports, une crèche municipale, ainsi qu'un établissement culturel d'envergure quasiment intercommunale. Donc je pense que la commune était sous-dotée et que les agents ramaient pour obtenir un niveau de service public satisfaisant, et qu'enfin, avec ces créations de postes, il y a à la fois une qualité de travail qui rejoint la qualité de service attendue. Merci Christelle. Oui, Laurent Bellec. Alors, les transferts de compétences, en eau, c'était un affermage avec la SOR. En assainissement, c'était une délégation de service public. Donc ça n'engendre aucun emploi sur la commune au niveau transfert de compétences. Les transferts de compétences, c'était les ordures ménagères à une certaine époque, et ça a été les chauffeurs avaient été transférés, les 2 agents avaient été transférés à la Cocopac à l'époque, il me semble. Merci pour ces précisions. Je voulais juste aussi rajouter, Isabelle, si je peux, justement, concernant notre politique en direction de la jeunesse. Quand j'ai pris mon mandat, effectivement, la personne qui travaillait à la fois pour le sport et pour la jeunesse, c'était compliqué de mener ces deux actions. Et je suis tout à fait satisfaite, et je pense que mon collègue aussi au sport en est satisfait, d'avoir quelqu'un qui se consacre entièrement pour la jeunesse et quelqu'un qui se consacre entièrement pour le sport, même si aussi ils travaillent ensemble régulièrement. Merci Isabelle. Y a-t-il d'autres questions ou non? On passe au vote. Alors, est-ce qu'on vote séparément? On vote séparément? Alors, on vote séparément. Donc, on vote pour les 2 postes service culturel et service médiathèque, et après pour le poste service administratif. Alors, qui vote contre pour le poste service culturel et service médiathèque pour le 0,5, temps plein? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Qui vote pour? Le reste, merci. Alors, pour le service administratif, l'augmentation du temps de travail de 0,75% temps plein à 0,90 équivalent temps plein.
Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité. Merci. Alors, on est toujours dans les ressources humaines. Donc là, c'est pour la participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire. En fait, c'est la mutuelle santé, ainsi que les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, c'est la prévoyance. Pour le personnel, bien sûr. Donc, à partir du 1er janvier 2025, nous allons donc devoir voter pour la garantie prévoyance, donc avec un montant de 7 €. Et à partir du 1er janvier 2026, pour la garantie santé, avec un montant de 15 €. Donc, je précise que le centre de gestion propose aux collectivités depuis le 1er janvier 2012 la possibilité d'adhérer à une convention de participation en matière de prévoyance, laquelle arrive donc à échéance au 31 décembre 2024. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'on adhère, en fait. Donc je ne sais pas si... Bon, ça a été vu en commission, bon, ça a été vu en CST, c'est pareil, ça a été validé à l'unanimité en CST. Est-ce que vous avez des remarques ou est-ce que vous voulez que je fasse des détails sur ces choses? Non, je pense que c'est un plus. Bon, ceci dit, ce n'est pas une obligation pour la mutuelle santé. Hein. Si les agents ont une mutuelle santé avec le conjoint qui est plus intéressante, bah, ils gardent leur mutuelle santé. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Donc voilà, donc nous allons donc voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité, merci bien. Alors, là, maintenant, nous passons au point numéro 10. Nous passons à l'éducation, toujours avec Isabelle Moigne, qui va nous évoquer la subvention sur l'OGEC. Donc, depuis plusieurs années, donc, nous avons chaque année à passer le forfait contrat d'association avec l'école privée. Conformément à la circulaire numéro 2012-025 du 15 février 2012 concernant les règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat, un calcul du coût moyen d'un élève des écoles publiques est à réaliser tous les ans. Le coût moyen par élève du secteur public 2023 à Moëlan-sur-Mer a été calculé et est de 1 692 € pour les maternelles et 624 € pour les élémentaires. Je vais rajouter quelques éléments qui ne sont pas dans le bordereau, mais qui ont été évoqués en commission. Concernant donc les maternelles de l'école privée, le nombre d'élèves est de 34 élèves. Donc, comme je le disais, le forfait est de 1 692 €, ce qui fait un total de 57 532 €. Pour les élémentaires, le nombre d'élèves est de 44 €. De 44 élèves, pardon, excusez-moi, les pauvres. Si on les transforme en euros, c'est une nouveauté de ce soir. 44 élèves pour un forfait par élève de 624 €, ce qui fait un total de 27 458 €. Donc le total du total, 84 990 €. Alors pour vous préciser le mode de calcul, sont comptabilisées les dépenses de fonctionnement du budget de la commune hors caisse des écoles. Ne sont pas comptabilisés les enfants, enfin les élèves, pas les euros, excusez-moi, les enfants qui n'habitent pas la commune. Donc en ce qui concerne les maternelles, il y a 3 élèves en maternelle qui n'habitent pas Moëlan-sur-Mer et 4 élèves qui en primaire, en élémentaire, pardon, qui n'habitent pas la commune. Ne sont pas comptabilisés dans ce calcul le temps de périscolaire, c'est-à-dire l'accueil du matin, la pause méridienne, le moment du restaurant scolaire, l'accueil du soir. En revanche, ne sont pas aussi comptabilisés, mais sont mis à disposition de l'école privée, toutes les animations sportives et culturelles organisées par la municipalité, l'accès gratuit aux équipements qui ne sont pas non plus
compris dans le calcul. Et voilà ce que je pouvais dire en plus en détail, sachant aussi peut-être compléter par le coût moyen départemental. Chaque année, donc, le rectorat, la direction académique des services de l'éducation envoie aux municipalités le calcul moyen, et notamment du Finistère. Donc, le calcul moyen 2023 pour les maternelles était de 1 749 € et pour les élémentaires 562 €. Ce qui fait un total de 2 311 €. Et si nous comparons à notre total à nous, qui est à peu près à quelques euros près équivalent. Donc, nous sommes dans la moyenne départementale. Voilà. Je ne sais pas si... Merci Isabelle pour cette présentation. Oui, Monsieur Titeka. Je ne sais pas si, comme je suis nouveau, là, je ne peux pas vous dire. Est-ce que le détail pour le calcul des différents pour élèves, pour maternelle et élèves, a été donné en commission? Oui, tout à fait. Non, mais c'est une question. Parce que Oui, non, c'est ce que je précisais en début. Brigitte Offret était présente, puisque Guy Varche et M. Rivalin ne l'étaient pas. Elle peut confirmer. Et puis mes collègues aussi, Dominique et puis Christine, qui était aussi en commission, aussi Paulina. Ouais. C'est vrai que quelquefois en conseil municipal, là je les ai donnés, mais c'est vrai que dans les bordereaux, c'est pas toujours expliqué parce que c'est pas une nécessité pour le vote, mais je me permets aussi en conseil municipal quand il y a besoin d'être plus précise sur le dossier. Et d'où aussi l'intérêt des commissions où on peut aussi approfondir certains sujets. Voilà. Bon. Y a-t-il des remarques? Non. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Qui vote pour? L'unanimité. Merci bien. Pardon, -1. Excusez-moi. Non, -1. J'ai Je peux dit simplement l'unanimité, expliquer mon abstention. Oui. Je sais que c'est la loi. Nous y sommes contraints. Je respecte ça, mais je ne peux pas voter des deniers publics pour l'enseignement privé. Très bien. On a entendu votre position. Alors, nous passons maintenant, on va passer, c'est Gwenaëlle Herouet qui va prendre la main sur le foncier. Je vais le laisser présenter le point numéro 12, parcelle cadastrée. Non, c'est le... Ah non, c'est le Mentoul 11, avant. C'est Mentoul. Donc là, pour le coup, le dossier avance. Oui, donc, nous avions voté en conseil municipal la promesse de vente au mois de décembre. La promesse de vente des parcelles des anciens services techniques municipaux à Aiguillon Construction. Et donc là, on passe à la vente. Donc, il est proposé ici d'autoriser Madame la maire à vendre ces parcelles des anciens services techniques pour la somme de 138 138, je ne trouve plus exactement. 138 000 €. Oui, mais exactement? Oui, exactement. Parfait, 138 000 €. Tu n'as pas confiance en mes chiffres? Non, pas du tout. C'est juste que je ne le retrouvais plus sur ma délibération. C'est tout. Les élèves et les oraux. Donc, voilà. Alors, y a-t-il des questions, des remarques? Oui, Monsieur Guy Varche. Pas de question, mais une remarque. Oui. Nous ne l'avons pas vu en commission infrastructure du 9 avril 2024, la semaine dernière. Donc, à minima, on peut corriger la petite ligne dans la délibération qui dit « Vu l'avis de la commission infrastructure cadre de vie en date du 9 avril ». On n'a pas vu, ce n'était pas inscrit à l'ordre du jour. Ah, c'était pas à l'ordre du jour? C'était en questions diverses? Non plus. Ah, pardon, je n'étais pas en commission. Très bien, on note. Oui, c'est bon, j'y étais pas. Comment?
sans urgence avérée Oui. de voter aujourd'hui, conformément à l'article 8 du règlement intérieur, on aurait pu la repousser au prochain Conseil. Bah, écoutez, après... Ça n'a pas été vu, ça n'a pas été débattu. Oui, bah, bon, le compromis a été signé, donc après, bon, on peut le repousser hein, si vous voulez, mais le problème, ce serait un peu dommage de ne pas pouvoir commencer les travaux, enfin, et puis la vente, parce que... Comment ? Bah, c'est retarder la vente et retarder le projet. Quand même, vous rappelez que ce projet, on a essayé de le mettre en place dès le début de la mandature, et que, vous voyez, comme c'est hyper compliqué, ça va faire 4 ans. Enfin, on va pouvoir sortir de terre cette résidence intergénérationnelle avec le FJT, la résidence pour les personnes âgées, des logements HLM, aussi des propriétés, accession à la propriété. Bon, ceci dit, moi quand tout va être vendu, quand ça va être vendu, on va revoir Aiguillon et puis tous les porteurs de projets parce que c'est un projet assez complexe avec plusieurs porteurs de projets. On fera une réunion publique pour expliquer à la population hein, quand même. Hein. Donc ça c'est prévu. Mais ça serait dommage de reporter. Après, c'est aussi pour le bien de la commune. Hein. On sait qu'on a beaucoup de personnes âgées qui veulent revenir en centralité. Il y en a qui attendent. Bon, après, voilà. On ne va pas le reporter, on va juste corriger la délibération. Très bien. C'est entendu et c'est noté. Merci. Voilà. Bon, alors du coup, on vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Donc, merci. On va pouvoir vendre à Aiguillon Construction. Le point suivant, c'est toujours Gwenelle Herouet. Une parcelle cadastrée. Donc là, c'est une toute petite parcelle qui est c'est une parcelle cadastrée AH 377. C'est un délaissé de voirie, tout simplement. Et donc la voirie est déjà sur cette parcelle-là. C'est une régularisation. Donc c'est la parcelle AH 377 pour 21 mètres carrés. Ouais. Donc ça a été vu en commission. C'est du côté de Portsmouth. Voilà, c'était vu en commission. C'est de quel côté, Gwen, tu dis, redis ? C'est du côté de Portsmouth-en rue des Tuyas. C'est quand on vient de la LSH, première à gauche, et c'est la 3e parcelle. Voilà. D'accord. Bon. Alors, nous devons voter pour cette parcelle cadastrée AH 377. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? L'unanimité. Merci. Alors, c'est toujours Gwenelle Herouet, le point numéro 13, pour une nomination de voix. Alors, donc là, c'est un nouveau lotissement qui se crée aux petites salles. Donc, la rue sera créée juste avant la LSH pour ensuite rejoindre la rue des Petites Salles. Cette rue, nous proposons que cette rue soit dénommée rue Ginette Kolinka. Ginette Kolinka, qui est une passeuse de mémoire, notamment, et Yannick voulait en préciser la nature. Oui, donc on passe la parole à Yannick Moello. Oui, juste pour vous donner et situer la vie de Ginette, qui a 99 ans. Et c'est une passeuse de mémoire, en effet, puisqu'elle a été déportée à Auschwitz. Donc, pendant cette période triste, elle a eu comme amie Simone Veil pendant son séjour à Auschwitz-Birkenau. Et donc, elle travaille beaucoup. Alors maintenant, elle a arrêté depuis le mois de décembre. Donc j'ai eu la chance de la côtoyer plusieurs années, puisque dans le cadre de ma profession, elle a témoigné devant les jeunes. Et elle a beaucoup d'optimisme à passer. C'est une petite dame d'1,56 m, mais qui a la pêche. Et simplement pour vous dire aussi que
Elle est très active dans ce travail, mais surtout, elle a eu aussi dernièrement des publications avec notamment France Info et France TV, donc une BD qui est sortie. Donc je vous invite à taper son nom sur les moteurs de recherche. Et elle a écrit aussi plusieurs livres sur cette triste période. Voilà. Merci pour ces précisions. Donc, avez-vous des remarques ou des questions sur cette nomination de rue? C'est vrai qu'on essaie de nommer des femmes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes nommées à Moëlan-sur-Mer, à part Madame Cécile Ravalec. Donc, on essaie de nommer des femmes. On a nommé Simone Veil il n'y a pas très longtemps aussi. Hein. Donc voilà, écoutez, on va voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour l'unanimité? Merci pour Madame Kolinka. Alors, le point suivant, c'est un point sur la modification des règlements des ports de Mérien, Brignot et le Bellon. Donc, en l'absence de Jean Raison, c'est moi qui vais présenter la modification des règlements des 3 ports. Alors, j'étais pas à la commission, mais ces petites modifications, en fait, ce sont des petites modifications qui s'inscrivent dans une volonté, d'une part, de clarifier les articles afin de les rendre plus compréhensibles par les usagers, et d'autre part, de s'assurer que les termes employés soient identiques entre les règlements, parce qu'en fait, on a 3 ports et les termes n'étaient pas toujours les mêmes. Donc, on essaie d'avoir une harmonie, on va dire, et aussi sur les règlements et les différents formulaires à remplir. Alors, je vais pas reprendre, je pense pas, je vais pas reprendre les trois règlements qui sont assez complets, enfin assez longs à lire. Je vais simplement vous dire que pour moi, le principal changement, en fait, est que nous avons maintenant une capitainerie, donc pour les 3 ports, une vraie capitainerie. Bon, il y a un bureau du port, mais enfin, il y a la capitainerie pour les 3 ports donc, qui se trouve sur le port du Bellon. Nous avons même fait des travaux, là. On vient de faire des travaux dedans. Et que le règlement et les attributions de mouillage ou autres doléances des plaisanciers sont maintenant consultables au service technique et non plus en mairie comme c'était auparavant. C'est vrai que c'était assez compliqué. Les gens venaient en mairie, alors qu'en fait, c'est vraiment c'est plus approprié au service technique. Et on a maintenant quelqu'un à l'accueil des services techniques qui maîtrise bien le sujet. Donc voilà, ce travail a été mené donc en partenariat avec les usagers des 3 ports et validé par les conseils portuaires. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez en poser, mais je ne vais pas reprendre tous les changements des règlements, parce que là, on va passer. Oui, allez-y, monsieur Titica. Simplement, quelqu'un m'a fait une remarque concernant le fait d'avoir été les consultations. Il semble que vous ayez plutôt consulté les gens de Mérien que d'autres ports. Enfin, semble-t-il, c'est ce qu'on m'a interrogé sur le sujet. Il semble que les gens du Bellon n'aient pas été beaucoup interrogés. Non. Les plaisanciers. Si. Ah si, si, en fait, les 3 conseils portuaires, j'ai même les comptes rendus, je dois avoir ça, je les ai pris avec moi, les comptes rendus des conseils portuaires des 3 ports. Donc là, j'ai le compte rendu du conseil portuaire des ports de Brignot et Mérien, et j'ai aussi celui du Bellon que je vais retrouver. Ah non, il y a... Bah non, on est obligé, de toute façon. C'est quelqu'un de Mérien qui vous a dit ça ou quelqu'un de Kergouès? Ah bah c'est qu'il n'a pas dû il a pas dû être convoqué ou je sais pas. Il est peut-être pas membre du conseil. Je suis en train de le chercher. Je suis en train de chercher celui du Bellon que je ne trouve pas. Attendez. Ah si, il est là. Ah ben voilà. Vous voulez que je vous... Oui, mais si vous... Alors, je peux vous dire, donc il y a eu un conseil, donc était présent monsieur Philippe Oppi, monsieur Gilbert Berthou, monsieur Bielan Florent, Calvez Serge, Omnes Olivier, Pognonnec Yann, Ruffel Franck. Alors, absent excusez moi, Marie-Louise Grisel, monsieur Evano, monsieur Favreau, monsieur Hello, monsieur Hubert, madame Manusset Sandrine, la conseillère départementale, Christophe Offrette et Richard Bertrand. D'accord. Donc, non, c'était, voilà, l'ordre du jour, il y avait la validation du procès verbal,
la présentation du compte administratif 2023 et du budget primitif, la modification du conseil portuaire, la validation des règlements des ports et les questions diverses. Donc c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas membre du conseil portuaire, hein, tout simplement. Il faut être membre du conseil portuaire hein, pour siéger. Et donc il a eu lieu le 21 mars à 18h à la salle des commissions de Moëlan-sur-Mer. Et il a duré jusqu'à 20h20. Voilà. Je ne vais pas vous reprendre tout le... A été évoqué l'ère de carénage, hein, si ça je peux vous dire. Hein. Donc les travaux devraient débuter mi-avril. Ils ont débuté. A été évoqué aussi le challenge de l'huître qui aura lieu le 19 mai. Et la fête du port du Belon le 14 septembre. Donc voilà, il y a eu des petites choses. Hein. Les élagages, a été demandé les élagages. Non. Et, voilà. J'ai bien fait de prendre les comptes rendus. Voilà. Bon, si vous n'avez pas de questions particulières, c'est vraiment des petits changements pour que les trois ports, il y ait une harmonie sur les trois ports. Parce que c'est vrai qu'il n'y en avait pas jusque-là. Donc il y a eu un travail qui a été fait avec les services et avec les plaisanciers et les pêcheurs plaisanciers. Ah pardon, monsieur Desfossés. Oui, concernant les modifications des ports, des règlements du port, il y a une modification relative aux tarifs. Oui. Donc, relatif aux tarifs en fonction des longueurs de bateau. Ah oui, d'accord. Donc, la longueur du bateau, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est longueur carte grise, entre guillemets, enfin, en carte nautique, ou est-ce que c'est longueur réelle? C'est-à-dire, si on customise ou pas votre bateau? Je prends un exemple, si votre bateau fait 5 mètres, je prends un exemple, hein, et vous faites certains aménagements sur votre bateau au mouillage peut faire 5 mètres 40, voire 5 mètres 50. Donc, lors de la commission, on avait discuté avec Yann et il nous avait expliqué que lui, ce qu'il regardait, en fin de compte, pour la mise en place de ces bouées, puis connaître un peu l'espace nécessaire entre chaque bouée, c'était la longueur totale du bateau, y compris aménagement. Bon, sur ce, on peut comprendre, mais enfin, lorsque vous déclarez un bateau 5 mètres et vous êtes à 5 mètres 40, donc dans les tranches, nous, ce qu'on disait, c'est ce qu'on avait proposé en commission, c'est tout simplement adapter les tranches au tarif actuel, c'est-à-dire pas faire une tranche de 4 mètres 50 à 5 mètres, mais de faire une tranche de 4 mètres 110 à 5 mètres 50, par exemple, et sans changer votre tarif. Ce qui éviterait des problématiques, parce que si vous ne faites pas ça, vous allez avoir une personne qui a un bateau de 5 mètres et qui, en fin de compte, va utiliser 5 mètres 50 et il va passer dans la tranche supérieure. Voilà. Alors, ça, c'est tout un débat qu'on peut avoir, même les plaisanciers l'ont eu, hein, je sais. C'est la longueur hors-tout ou la longueur de coque. Voilà, pour être dans la technique. Alors, moi, ce que j'en ai... C'est vrai que j'ai repris les modifications, là. Et en fait, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'on n'a pas changé. La délibération avait déjà été faite sous l'ancienne mandature. J'ai même le souvenir, parce que j'étais au conseil portuaire à l'époque, où ça avait été évoqué de faire la longueur hors tout et non pas la longueur de coque, comme c'est prévu par l'acte de francisation, parce qu'en principe, c'est l'acte de francisation, je suis d'accord, qui fait foi. Je suis entièrement d'accord. Donc ça avait été fait sous l'ancienne mandature. Et là, quand j'ai repris Bon, moi, j'étais pas au conseil portuaire, mais quand j'ai repris, j'ai bien vu qu'en fait, ils rayaient simplement... Ils ont gardé ce qui était existant. Moi, je pense que tu étais là, Laurent. Et ils ont simplement rayé le fait que ça soit la commune qui devait mesurer le bout dehors, ou voilà, c'est ça. Mais je pense franchement qu'il y a peut-être moyen. Enfin, il faut peut-être. Oui, mais après, légalement, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à retravailler là-dessus. Moi, j'étais pas là, mais sachant qu'effectivement, des fois, oui, il y a des bouts dehors, ça c'est vrai, qui posent problème, je sais. Ou alors des gens qui mettent une jupe à l'arrière. Donc là, on est dans voilà. Après, je sais pas, il faudrait peut-être qu'on revoie ça. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Logiquement, c'est l'acte de francisation. Mais il arrive que si votre bateau fait 9 mètres et puis vous rajoutez 30 cm à l'avant avec un bout dehors ou à l'arrière, la bouée de devant ça peut poser problème pour le bateau de devant. À ce moment-là, c'est votre assurance qui va payer, quoi. Voilà. Ça a dû être vu en commission, ça, je pense. Hein.
Oui. Le sujet a été effectivement vu en commission. On a débattu, on n'était pas complètement d'accord sur... et je vous rejoins sur c'est l'acte de francisation ou la carte de navigation, la carte bleue, qui fait foi. Et deuxièmement, le sujet, je pense, comme vous, qu'il a retravaillé. On pourrait retravailler, hein, parce que légalement... Voilà. Légalement... Oui, là, on va le voter quand même comme ça, et puis au pire, on retravaillera le problème, parce qu'il faut être dans les règles, en fait. Ouais. En termes de recours, c'est plutôt la carte de navigation ou l'acte de francisation. Ouais. Ouais. Donc, ou la déclaration du propriétaire. Le propriétaire, il déclare en joignant son acte de francisation. Prenez votre micro, monsieur. Oui. Le propriétaire, il déclare, il remplit le formulaire en joignant, comme demandé, son acte de francisation ou sa carte de navigation. Donc il ne va pas mettre, si c'est la carte de navigation, mon bateau est à 7 mètres, je ne vais pas mettre 5 mètres 50. Non, je suis d'accord. Voilà. Mais bon, si vous ajoutez un bout dehors, on voit, il y a des bateaux avec des bouts dehors. Non, mais il y a des appendices, des balcons, des jupes à l'arrière. Enfin, oui, si le bateau avec son bout dehors rentre dans l'autre bateau, ce qui arrive, hein, c'est arrivé plusieurs fois malheureusement, après, c'est un problème d'assurance, c'est tout. Voilà. C'est là que ça se joue, en fait. Et je pense qu'au niveau du port, quand on déclare un bateau de 7 mètres, on ne nous donne pas 7 mètres ou 7 mètres 10 d'emplacement. On nous donne au moins 7 mètres 50, 8 mètres. Donc, oui, alors ça, oui, il faut voir avec le capitaine du port, là. Oui. Oui. Non, mais c'est sûr que je comprends tout à fait. Donc, en fait, on va quand même voter les règlements, si vous en êtes d'accord, et puis peut-être revoir ce problème de DAC de francisation. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques là-dessus? Bon, c'est vrai que c'était un peu technique, hein, mais bon. Nous sommes une commune avec 3 ports, hein, Isabelle. Donc, il y a quand même pas mal de gens qui ont des bateaux, des mouillages, des bateaux de pêche, bateaux de plaisance, pêche-plaisance. Donc, ça concerne quand même pas mal de personnes, mais pas que les Moulinais. Hein. Voilà. Donc, je propose qu'on passe au vote. Qui vote contre? Pardon? Oui. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité. Merci beaucoup. Alors, écoutez, nous avons fini. Ah non, décidément. Il y a le numéro 15, oui, en plus c'est moi qui le fais. La demande d'autorisation temporaire du domaine maritime, c'est encore sur la mer, à Carfagny. Donc c'est une prolongation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, donc à Carfagny, pour une période de 5 ans. C'est tout simplement un renouvellement, là où se trouve l'espace de jeu, nos tables de pique-nique, une partie de la plateforme bois pour le PMR, si je ne me trompe pas, et puis l'accès réservé au secours. Donc, voilà, on le fait ça régulièrement, donc il faut demander au préfet l'autorisation, tout simplement. Donc, ça a été vu en commission, je pense. Donc, il n'y a pas de sujet, je ne pense pas. Qui vote contre? À moins que vous ayez des remarques. Non, pas de remarques. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité. Merci bien. Donc, je dis que nous avons donc terminé l'ordre du jour de notre conseil municipal. Donc là, nous passons aux questions diverses. Donc, je vais vous laisser énoncer vos questions. La question. Alors, vous n'êtes pas habitué, on va vous expliquer. Non, mais attendez, on va vous expliquer. En fait, les questions diverses, on doit nous les notifier par écrit pour le lundi, je ne sais plus quelle heure, avant midi. Précédant le conseil, c'est-à-dire que vous auriez dû l'envoyer lundi midi. Mais bon... vous pouvez la poser, on va faire exception. Voilà, allez-y, monsieur Titeka. C'était juste quelqu'un qui me posait la question sur les salles de réunion à Kergouès. Voilà. La création de salles pour se réunir à Kergouès. Ah, d'accord. Là, on n'a pas la réponse là, comme ça, à l'instant T. Hein. Non, mais je pose la question. On aurait pu presque la rajouter au point 7, mais oui. Bon, voilà, c'était cette question. Ah, d'accord, c'est lié au point 7. Il y a une certaine attente par rapport à ces salles à Kergouès. Oui,
Bah, si vous évoquez l'Algeco, c'est ça en gros, hein. Oui. Bah, il est en très mauvais état d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc après, je ne sais pas, on n'a pas décidé, hein. Rien n'est décidé, hein. Parce que de toute façon, il fallait que l'on vote. Et la prochaine fois, je passerai les questions le lundi. Voilà. Ah, on a des règles, mais voilà. Non, mais mais bon. c'est normal. Mais c'est vrai qu'on a oublié, on aurait pu vous le dire, et c'est vrai que moi, j'ai pas pensé à vous le dire quand on s'est vu, j'ai vraiment pas pensé. pas grave. Voilà. Mais bon. Mais on note votre question et on n'a pas la réponse spécifique ce soir, mais on l'aura, c'est sûr. Donc on va vous laisser poser vos questions. Alors, je vais poser la première. La première qui concerne les cyberattaques et les plans d'action éventuels. À la suite de l'attentat de Moscou et sa revendication, et compte tenu des menaces qui pèsent sur notre pays, le plan Vigipirate a été rehaussé à son niveau maximal, urgence attentat. L'intégralité du territoire est concernée. Ce plan englobe la cybervigilance et dans l'administration des entreprises, le risque cyber est aujourd'hui en tête de liste des risques suivis. Les attaques cyber sont actuellement très nombreuses et ne devraient pas faiblir dans les prochains mois avec la programmation des Jeux Olympiques 2024 à Paris. La semaine dernière, une cyberattaque de grande ampleur a touché plusieurs communes de Loire-Atlantique. Fichiers informatiques inaccessibles, téléphones et messageries indisponibles, et je ne pense pas que ce soit revenu à la normale. Quelles mesures avez-vous pris, seul ou avec Quimper Communauté, pour parer ou minimiser les conséquences de ce type de menaces? Avez-vous élaboré une cartographie des risques avec plan d'action associé à chaque risque, ou rédigé, à l'instar de la commune de Riec-sur-Belon, un plan communal de sauvegarde, prenant en compte les risques pandémie, canicule, grand froid, tempête, et on pourrait y rajouter cyberattaque? C'est Gwenaëlle Arouette qui va répondre sur cette question. Gwen ? Alors, en ce qui concerne le PCS, ça fait partie des dossiers qui sont en cours. En ce qui concerne les risques cyber, je voulais simplement vous dire que c'est vraiment un sujet qu'on peut aborder en commission, qu'on peut le mettre à... Mais vous comprendrez bien que je ne vais pas détailler ici publiquement tout notre système de sécurité informatique. Donc, par contre, c'est bien pris en compte. Et ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas tous nos œufs dans le même panier. Voilà, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est qu'on a inscrit 36 000 € au budget 2024 pour la refonte de notre infrastructure réseau. Voilà. Et le reste, on pourra l'aborder en commission sans aucun problème. Juste une petite question pour ma connaissance personnelle. Les serveurs sont à la mairie de Moëlan ou partagés avec Quimper Communauté? C'est là où on n'a pas tous les œufs dans le même panier. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des serveurs physiques locaux et on en discutera en commission. On avait vu qu'on avait un serveur au moins local, parce qu'il y avait une ligne dans le budget 2024, serveur local, 30 000 €, 36 000 €. On est filmé. Hein. Alors, la deuxième question. Bonsoir à toutes et à tous. Marché du mardi et personnes en fauteuil. Le mardi, jour de marché, les personnes en fauteuil roulant ont du mal à se déplacer, à déambuler dans les rues occupées par les vendeurs de plein air. La cause, les couvre-câbles ou ponts de câbles sur la chaussée. Que comptez-vous faire pour permettre à ces personnes à mobilité réduite de faire leur marché pour qu'elles ne se sentent pas exclues? Merci. Alors, c'est moi qui vais répondre. Ah bah c'est comme tu... Vas-y, je compléterai. Bonsoir. De nombreux commerçants donc, sur le marché ont besoin de courant électrique, en fait, puisqu'il y a les chambres froides, les balances, les machines à découper, les rôtissoirs, etc. Il y a plusieurs bornes où ils peuvent donc se raccorder, mais pour certains, la borne ne se trouve pas de leur côté, mais de l'autre côté de la route, d'où l'utilisation de passe-câbles. Et en fait, c'est obligatoire. Ce dispositif permet de protéger, d'une part, les câbles électriques, qui sont quand même des éléments fragiles, et d'autre part, ils évitent aux passants de se prendre les pieds dans les fils, parce que c'est déjà arrivé.
Il protège les piétons d'une chute éventuelle. Il y a eu, il y a quelques années, on va dire, une personne qui est tombée, qui a été vraiment très meurtrie. Elle est partie très rapidement à l'hôpital. Donc, c'est sûr que quand on déambule, on regarde plutôt les stands que ses pieds. Donc, il faut absolument que les fils soient protégés. En fait, ce qui se passe, c'est que les passes-câbles sont conçus pour faciliter en principe le passage des fauteuils roulants, mais ils ne sont pas tous exactement identiques. Et c'est vrai que les derniers passes-câbles qui ont été achetés apparemment sont moins efficaces. Donc les services vont étudier la question et puis vont revoir si on en rachète d'autres, bon, à savoir que c'est aussi relativement cher. Et pour l'instant, personne n'avait signalé ce problème. Donc, bon, c'est une affaire à suivre. Et puis, je pense que les personnes qui sont en fauteuil roulant peuvent vraiment, si elles ont des soucis, demander de l'aide. Ils trouveront toujours quelqu'un pour les aider à passer l'obstacle, entre guillemets, voilà, en attendant mieux. C'est une réponse assez complète. Simplement, on a aussi, il faut dire quand même qu'il y a eu un travail de fait avec les services techniques et le policier municipal pour dégager de chaque côté des allées pour que éventuellement les personnes puissent passer. Bon, c'est vrai que certains passes-câbles sont un peu plus hauts. Malheureusement, ils sont homologués. Donc après, peut-être qu'on pourra en acheter d'autres qui sont plus bas, mais là, j'ai pas la réponse pour l'instant. Mais ceci dit, nous, on n'a eu aucune plainte en mairie de personnes en fauteuil. Donc peut-être que vous en avez eu, mais ça n'est pas arrivé jusqu'à nous. Donc oui, moi j'étais sur le marché mardi, oui, effectivement. Et j'ai vu des personnes en fauteuil qui n'avaient pas de soucis, ou des poussettes. Hein. Après, il y a une autre solution, c'est de mettre tout, comme disait Sylvie, on va mettre tous les côtés, enfin tout ce qui est frigorifique et puis rôtisserie du même côté. Ça va peut-être poser des problèmes au niveau des camelots. Attention à ça. Bon, voilà. Parce que c'est ça notre problème, c'est on est obligé de faire des traversées par moment, ou alors il faut remettre des tableaux électriques partout sur la place. C'est pas possible. Juste une information, certaines communes ont créé dans le bitume des rails de très faible largeur. Voilà, ça peut répondre aux besoins. Oui. En nombre limité. Pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée, mais ça a un coût. Vas-y, prends le micro, Gwen. Donc, ça, c'est bien quand c'est fait au moment de l'aménagement de la place. Ouais. Oui. Oui, ça peut être ça. Hein. Mais c'est sûr, oui, il faut. Voilà, tout ce qu'on peut répondre sur cette question. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas eu du tout. On n'a pas été du tout sollicité pour un souci de fauteuil, ni de personnes avec des cannes. Moi, tous les mardis, je vais sur le marché. J'ai jamais eu quiconque qui m'ait fait la remarque. Mais bon, voilà. Je peux me permettre. Ouais. C'est pas quand il y a la chute. Hein. C'est là qu'on y pense plus. Parce que s'il peut y avoir la chute, c'est là qu'on peut après débattre en se disant oui. On a juste ajouter qu'on a été interpellé au niveau du cimetière parce qu'il y avait un problème. Ouais. Là, oui, effectivement, il y avait un gros souci. Ça a été fait tout de suite. Hein. Oui, Christelle. Oui, juste vous dire que s'il y a une personne qui vous a sollicité en particulier sur ce problème, il faut vraiment l'inviter à venir nous voir. Parce qu'on peut l'inviter à pratiquer le marché avec elle et voir vraiment les endroits qui posent souci. Et comme ça, on trouvera une solution qui est vraiment adaptée aux besoins. Tout à fait. Voilà, on a répondu à cette question. La troisième question. Banderoles multiples à l'entrée du bourg. Les banderoles annonçant les prochains événements dans la commune se multiplient à l'entrée du bourg en venant de Quimperlé. Ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas très beau. Un règlement local de publicité intercommunale est en cours d'élaboration et devrait être adopté d'ici la fin de l'année. Il a pour objectif d'adapter la réglementation nationale avec des règles plus restrictives. Sa finalité est environnementale, protéger les paysages et améliorer le cadre de vie, notamment les axes des entrées du bourg. Même si les banderoles ne figurent pas parmi les dispositifs concernés par ce règlement local de publicité, que comptez-vous faire pour éviter cette multiplication de banderoles et donc valoriser la qualité et l'esthétique de notre commune ?
Gwen, tu réponds et Christelle complétera. Alors, comme vous le mentionnez, le RLPI est en cours d'élaboration. Celui-ci sera longuement abordé en conseil municipal et j'essaierai de ne pas vous endormir. Donc un peu avant l'enquête publique, et ça au moment de l'arrêt. Voilà, donc j'essaierai de faire pédagogique, court, mais complet. Donc, en ce qui concerne les banderoles, alors, entre les lignes, je comprends que vous souhaiteriez que nos associations n'affichent plus leurs événements sur ces banderoles. Celles-ci, ces banderoles-là, elles sont installées temporairement. Et elles fleurissent au printemps, là, actuellement, comme un signal de reprise des événements de la commune, notamment associatifs. Nombre de nos concitoyens apprécient ces informations-là. Donc, par contre, effectivement, si vous voulez qu'on discute et comme ça vous pourrez clarifier votre position par rapport à tout ça, quoi, on peut parfaitement inscrire ça à l'ordre du jour d'une prochaine commission. Ça, c'est pas un souci. Discuter en commission, oui. Bon, oui, c'est pas incompatible. Hein. C'est pas incompatible. On peut discuter ça en commission, sans pour cela faire obstruction à la publicité des associations pour leurs manifestations. Hein. Eh ben, donc on peut en discuter. Christelle. C'est bon ? Ouais, Gwenaëlle a déjà dit en creux ce que je voulais rajouter, mais je voulais, comme à mon habitude, voir le verre à moitié plein et redire que la présence de ces banderoles, c'était surtout pour nous un signe du dynamisme de nos associations et de la vitalité de la commune. Et que je les remerciais parce que généralement c'est fait en assez bonne intelligence et que quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Et remercier aussi certains propriétaires privés de terrain qui acceptent que ces banderoles soient apposées, puisque ce n'est pas toujours chez nous. Je prends l'exemple par exemple du rond-point de Kerglienne, où là ce n'est pas un terrain communal. Et c'est un des meilleurs endroits pour apposer une banderole et être sûr que tout le monde dans la commune va voir l'annonce d'une manifestation. Donc, certes, c'est un outil toléré, mais pour moi, il reste très utile et symptomatique d'une commune très animée. Et juste ajouter, il ne rentre pas dans le règlement du RLPI, hein, pas du tout, hein, ça ne rentre pas là-dedans. Hein. Ouais. Ah ouais, donc c'est à notre appréciation. Et sur le domaine public, il faut une demande d'autorisation en mairie, chose qu'on n'a pas à faire, comme disait Christelle, sur un privé, comme on voit beaucoup de banderoles privées. Mais alors là, après, on peut discuter là-dessus, mais je pense que parmi les gens qui sont dans la salle, il y a des associations. Est-ce qu'elles sont prêtes à ne plus mettre de banderoles lors de leurs manifestations pour les annoncer ? Après, c'est à nous de voir. Et puis, que proposez-vous à la place, par exemple ? Ça peut être vu en commission. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, Christelle Fénéon. Oui, j'ai oublié de dire quelque chose d'important. C'est vrai qu'on nous a très longtemps reproché, et vous l'avez fait vous-même, de communiquer essentiellement sur les réseaux et sur Internet. On communique systématiquement dans la presse, mais c'est vrai que tout le monde ne la lit pas. Et que cette communication physique, elle est fort appréciée, pas uniquement des associations, mais également de toute la population moellanaise qui s'informe de la sorte pour ne pas rater des événements immanquables. Oui, et puis nous aussi, on fait des banderoles. Elles sont belles, non, monsieur Desfossés ? Notre banderole sur le sur le budget participatif, c'est peut-être celle-là qui vous gêne ? Dans l'entrée de bourg, à l'entrée de bourg. Non, un peu d'humour, hein, pour terminer. Voilà, on a répondu, et puis ça peut être un sujet de commission. N'hésitez pas, on l'a déjà dit plusieurs fois, en commission, à amener des sujets comme ça pour les travailler en commission. Voilà, très bien. Voilà. Alors, du coup,
Le conseil est terminé, donc on a